vous voyez effectivement, Faut me pardonner de pour les tests, derniers sans doute que ça n'a pas suffi, et ça ne suffira pas, partir en d'ailleurs, fait. puisque effectivement, Pendant ce sont deux l'enregistrement, tests qui j'avais sont tout disputés simplement dans des conditions quand même une spéciales, bonne quand même. bronchite. 6 degrés, Donc vous voyez la fort voix, vent, j'ai la voix d'un pour mec qui a l'un, fumé 15 6 clopes. degrés de la Donc pluie, c'est quand même compliqué. Donc bon, pour l'autre, vous m'excuserez avec des pour la conditions qualité qui ne permettent la pas de fin se de fixer sur le l'enregistrement. circuit. Donc, voilà. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo donc, de la chaîne Cycle GP consacrée aujourd'hui à Fiasco Grand Prix numéro 2. Donc sur l'épisode du Firestone Firerock 600 au Texas Motor Speedway du 26 au 29 avril 2001. Donc événement qui prend place en saison 2001, donc la saison 2001 qui sera la dernière vraie saison de gloire du CRT. Donc, je suis en train de lire d'ailleurs justement sur le Simple Green Safety Team, justement sur l'équipe de sécurité, qui il sera énormément question dans cet épisode, malheureusement. Voilà. Comme ça a été dans le précédent épisode de la série consacré à ce que je vous ai fait aux États-Unis, donc sur trajectoire brisée sur Crossnoff, et sur la prochaine sur Greymoor également. D'où remercier l'importance de ces gens-là d'ailleurs, également, sur l'automobile, les commissaires de piste. Donc ici, une piste particulière, le Texas Motor Speedway, un ovale donc, de 1,5 miles, donc 2,2 km environ, avec des virages à 24 degrés, on comprendra le problème dans l'épisode, qui prend place donc dans la dernière année de gloire du CRT, comme j'explique, en 2001, puisqu'à partir de 2001, le championnat commence à s'effondrer, concurrencé par l'IRL qui jusque-là était l'IndyCar Wish, c'est-à-dire avec des voitures qui étaient de deux types, simplement des châssis Panos plus ou moins, avec un moteur 3,5 litres atmosphérique, 700 chevaux de puissance à peu près maximum en qualification, alors que la CRT en faisait 1000, qu'ils étaient aussi beaucoup moins lourdes, c'était avec 750 kg pour les CRT, beaucoup plus développé technologiquement, avec un moteur turbo de 2,7 litres, avec une pop-up valve, voilà, bref... Summum à technologie aux États-Unis et au niveau monoplace, c'est ce qui se faisait de mieux depuis le milieu des années 80 avec la Formule 1. Sauf que cet événement précis, donc le Grand Prix du Texas 2001, sera la course qui fera plus ou moins chuter cette série, avec d'autres événements ensuite, notamment le crack boursier lié à Internet en 2001, qui fera plonger le Nasdaq et l'action du CRT, d'autres conneries dans le genre, l'accident de Zanardi également, des querelles entre des petites guéguerres d'ego entre certaines personnes, voilà. Tout ça contribuera finalement, fin 2001, au début de la chute, puis 2003 à la chute du CRT, et en 2008 à la réunification entre le championnat qui détestait tant l'IRL qui traitait de tous les noms, et le championnat CRT qui sera devenu un championnat, voilà, un petit championnat au final. Et tout ça pour une belle victoire. Le fait que le NASCAR, qui a été considéré jusque dans le milieu des années 90 comme le sport du plouc bourré à l'agnole et à la bière, avec un quotient intellectuel, l'opossum écrasé du sud des États-Unis, puis je vois par ces gens-là, qui les éclatent largement. Et depuis, l'Indy recommence tout juste à revenir à ce que c'était à cette époque-là. C'est dire, donc, le choc que provoquait cet événement. Donc maintenant, je vais revenir un peu sur l'histoire du CRT. Donc le CRT a été créé en 79 suite à une scission de l'USEC. Alors l'USEC, tout simplement, avait été victime l'année précédente d'un crash aérien qui avait tué 9 membres du commandement de l'USEC, dont certains des chefs, voilà, décapitant ainsi les têtes, menaçant la tenue de l'Indy 500 en 78, puisque le patron de l'Indy 500 était mort l'année précédente également. Dans cette période de crise, donc, se dégageait de la tendance moderniste avec Dan Gurney, Roger Penske, Parnelli Jones, Pat Patrick, donc des gens qui venaient de la Formule 1, ou qui avaient côtoyé de près la Formule 1, qui avaient des contacts avec la Formule 1, et Jimmy Hall également. Il y avait donc des gens qui étaient proches de la Formule 1. Et les anciens, les tenants du sprint car, de l'Amérique profonde, de la Haas, c'est-à-dire
qui était là, qui était une organisation vieille du 1er siècle, avec voilà, cette mentalité américaine, c'est-à-dire ségrégationniste, les Noirs, pour eux, pendant très longtemps, étaient interdits de course, comme les femmes d'ailleurs, puisqu'on a dû attendre environ 1974-75 pour avoir une femme se présenter au 500 mètres avec Jane Guntley. Voilà. Donc, cette tendance, donc affrontement entre les deux camps, qui amène fin 78, début 79 à la création du CRT, donc le championnat concerné aujourd'hui, avec la bénédiction de notre petit Bernie Ecclestone, puisque Bernie Ecclestone souffle bien sur les braises, conscient que lui qui a créé la FOCA peut créer un peu l'équivalent de l'organisme sœur aux États-Unis et voir ce que ça donne un championnat créé par un organisme sœur de la FOCA, c'est-à-dire le CRT, qui pour le coup d'ailleurs rompt avec la FIA et s'allie avec la A, que l'USAC avait quitté dans les années 50. Voilà. Donc de facto, les pilotes d'ailleurs membres du CRT vont progressivement, notamment à partir de 83, se retrouver virés de la FIA pure simplement, c'est-à-dire qu'en fait ils vont être virés de la FIA pure simplement, c'est-à-dire qu'en fait simplement les pilotes de CRT n'auront plus le droit de se présenter à un Grand Prix, tout simplement, ils seront privés de super licence, ce qui par exemple empêchera par exemple Andretti, le fils Andretti d'aller courir par exemple en 86 pour remplacer Patrick Tambay, ce qui profitera à Eddie Cheever par exemple, ou à Lundberg par exemple. À Lundberg, normalement, on n'aurait jamais dû piloter chez Ozella sur les top pilotes américains, mais bon, qui a été interdit par la FIA. Voilà. Jusqu'en 87, le championnat finalement décide de s'affilier à l'EQS, donc la branche américaine de la FIA, ce qui permettra de voir ensuite des pilotes américains ou des pilotes passés par le CRT les cours en Formule 1. Ouais, Emerson Fittipaldi peut être emmerdant, gros. Voilà, par exemple. Voilà. Donc c'est un championnat qui va prospérer après avoir bouffé l'USAC, puisque l'USAC disparaît en 84, ne restant que l'Indy 500. Voilà. Ici, donc, ouais, un championnat qui va monter en popularité, la popularité va exploser au début, fin des années 80, début des années 90, pour aller vraiment marcher sur le talon de la Formule 1 en Amérique du Nord. En fait, même dominer la Formule 1 en Amérique du Nord. Et peu à peu, donc, grossir, jusqu'en 92, où là, par contre, pour le coup, ça prend le terme d'IndyCar, mais provoquant également une discussion avec Tony George. Donc, création de l'IRL en 96, qu'on appelle le split. Ici, le championnat est fortement affaibli. Enfin, en ressortant finalement fortement affaibli. En fait, au début, on pense que l'IRL, c'est vraiment un championnat de flouquignol. C'est-à-dire que c'est des pilotes de seconde zone, des mecs qui veulent faire du NASCAR comme Tony Stewart. Par exemple, Ward également, qui est un motard qui vient au sport auto. Voilà, donc des mecs qui sont pas forcément des bons pilotes, des seconds couteaux, qui viennent ici. Mais, progressivement, ce championnat va se professionnaliser, d'une part, se crédibiliser, et, en fait, début 2000, mais fin 2000, Penske et Chip Ganassi, qui sont deux des écuries pontes en Indy, c'est l'équivalent un peu d'un McLaren par exemple, et d'un Williams, disent, ben nous, on va passer vers l'IRL, c'est moins cher. Parce que la promesse de départ du CRT, qui était un championnat égalitaire, les écuries étaient propriétaires du championnat, où on avait une retombée égalitaire de droit TV, un système qui était quand même assez égalitaire au niveau des points et compagnie, bah, est de moins en moins obtenu. Donc les gens ils se disent, voilà, peut-être qu'on va passer notre championnat. Et c'est ce qui commence à se passer. Le circuit également en Michigan, en fait, disparaîtrait de manière sûre fin 2001, pour passer au championnat IRL, imité par d'autres circuits notamment, ensuite. Intervient donc dans ce contexte-là le circuit de Texas. En fait, il faut savoir donc Andrew Craig, le manager historique un peu du championnat, est dégagé, qui avait permis au championnat de prospérer, est dégagé fin 2000. Bobby Rahal prend la suite, mais Bobby Rahal lui va partir chez Jaguar, nommé chez Jaguar comme directeur. Ensuite donc c'est un mec du marketing qui prend la place. Et donc on aura un championnat à 22 manches. 22 manches, oui. 22 manches qui commence au Mexique, devait aller au Brésil, va en Australie, va en Angleterre, va au Japon, va en Allemagne. Bon, ce qui augmente encore les coûts. Ce qui place ce championnat dans une situation très difficile où ils doivent absolument réussir. Donc dans ce cas-là, on se dit, chouette, attends, on va peut-être pas aller dans le sud des États-Unis, le Texas c'est un territoire NASCAR, on pourra le conquérir. Ici donc, je vais vous passer d'ici peu Eddie Gossage
et ces gens-là qui négocient donc pour le championnat. Donc un terrain d'entente est trouvé. On va courir au Texas Motor Speedway, qui est un circuit flambant neuf, qui n'a que 3 ans, qui offre un circuit spectaculaire, un ovale spectaculaire, court, très rapide, très serré, notamment en IRL, qui offre également des belles courses en NASCAR. Voilà. Mais qui, selon ce qu'explique Eddie Gossage, peut causer problème pour les pilotes en CRT. Est-ce que les vitesses ne seront pas trop élevées? Tout simplement. Donc, en fait, le saison 2001 marque quand même un peu le pas pour le championnat CRT. Notamment, le Grand Prix de Rio est annulé pour cause de conflit avec les promoteurs du circuit. Donc la manche mauvaise n'a pas lieu. Donc finalement, ça devient la troisième manche championnat. Ça devient cette manche. Après la manche de Long Beach et la manche d'ouverture à Monterrey au Mexique. Mais rien ne va se passer comme prévu. Donc là maintenant, je vais vous passer ensuite via des témoignages des pilotes, des personnes présentes. Je vais essayer de vous traiter de cette manière ce coup-ci. Donc maintenant, vous allez entendre les témoignages des gens qui étaient présents. Donc voilà, maintenant je vous invite à suivre le témoignage qui était présent pour vivre de l'intérieur ce qui s'est vraiment passé. Donc voilà. À tout à l'heure pour apprendre une analyse. Il y avait une tonne d'excitation, étant donné que nous allions dans une grande installation comme celle-ci, qui était toute nouvelle. Nous avions un promoteur génial avec Eddie Gossage, en plus. Et en termes de création d'un nouvel événement, de mettre tout cela sur une grande scène, Dallas Fort Worth était à cette époque en plein essor. Il était l'une des 5 pistes dont nous sondions et que nous voulions attirer. C'est pourquoi il est devenu une lubie pour le CRT que nous devions aller courir au Texas Motor Speedway. Mike Zizzo, speaker et directeur de la communication du CRT en 2001. En fait, tout commence en réalité mi-2000. Mi-2000, donc Bobby Rahal qui connaît très bien Eddie Gossage, qui a été son attaché de presse plus ou moins quand il était pilote dans les années 80. En fait, donc Rahal contacte Gossage dans le but d'organiser une course au TMS. Ainsi, donc, on a un échange entre les deux hommes qui se passe relativement bien, mais brutalement, donc, comme je vous ai expliqué précédemment, Bobby Rahal est appelé par Jaguar qui vient de virer son manager en F1. Donc, il y a une rupture ici entre Rahal qui connaissait très bien Gossage et son successeur, Joe Hitzler. Voilà. Première partie du problème. Bien que je ne sois pas un expert, la logique voudrait que les voitures doivent renforcer leur suspension. J'ai adressé une lettre le 18 octobre au CRT, les exhortant de renforcer et de rendre obligatoire certains composants de suspension, notamment en raison de la forte inclinaison de l'ovale. CRT a une grande réputation en termes de sécurité et de compétition. Donc, je suis sûr que, étant la référence en sport automobile aux États-Unis, ils vont le faire. Eddie Gossage 2000. Je me souviens, quand le contrat a été signé entre le TMS donc, et le CRT, j'ai pensé, c'est étrange pour moi. Ce n'est pas une idée géniale. Leur meilleure course, c'est l'IRL, jusqu'ici. D'autant que je pense qu'ils auront 2 épreuves en 2001. J'ai trouvé ça bizarre. Et puis, j'ai réfléchi un peu plus. À l'époque, Bobby Rahal était le CEO du CRT par intérim. Et Eddie Gossage était à la tête du Texas Motor Speedway. Et Bobby et Eddie étaient 2 excellents amis. Eddie travaillait alors pour Muller, qui était le sponsor de Bobby en Indy. Ils ont pu faire bouger les choses, ainsi. Chris Kneifel, 2001. Nous attendons le CRT avec impatience.
pour ce qui risque d'être le plus gros événement jamais vu ici au Great American Speedway. Nous avons donc discuté depuis le début des rencontres avec le CRT afin qu'ils puissent adapter les voitures sur les adaptations possibles à apporter, notamment liées au fort encaissement ici. Je suis sûr que les officiels rassembleront suffisamment de données lors des tests de descente et des tests ultérieurs afin de nous offrir le meilleur événement possible au mois d'avril. Eddie Gossage. La vérité est que nos voitures sont déjà trop rapides pour certaines pistes. Il y a moyen qu'au Texas, nos voitures le soient encore plus. Nous allons donc devoir trouver des astuces afin d'y adapter les voitures. Maurice Gugelmin, 2000. Je leur ai adressé lettre après lettre, donc j'ai conservé les copies, pour leur demander de tester, de retester, de tester le circuit avec les voitures de CRT, de trouver une manière de ralentir les voitures via des pièces spécifiques. Puis, dans la première lettre que j'ai adressée à Joe Hetzer, le nouveau président du CRT, je lui ai parlé de la nécessité de ralentir les voitures. Eddie Gossage, 2001. La plus grosse dépense pour les équipes est en fait en termes de composés de suspension. De plus, je pense qu'ici, nous pourrions tester, par rapport aux contraintes liées aux 24 degrés d'angle du banking, d'autres pièces sur les voitures. Maurice Gugelmin, 2001. Je me souviens de Wally qui a dit « Je ne sais pas si nos voitures pourront courir ici. Je pense que nous irons trop vite. » Je m'en souviens, même 20 ans après. Robin Miller, 2001. Je pense qu'il serait logique de faire fonctionner nos moteurs avec 34 pouces de suralimentation au Texas Motor Speedway l'année prochaine. Cela nous permettrait de diminuer les moteurs de 150 chevaux. Ce qui serait intéressant puisque de toute façon, les motoristes devront, en 2002, en faire de même, quoi qu'il arrive. Cela permettrait ainsi de pouvoir les faire marcher dans ces conditions, ainsi au Texas, et aiderait au développement des moteurs pour l'année prochaine. Maurice Gugelmin, début 2001. Donc, comme vous avez pu l'écouter, effectivement, première partie du problème, effectivement, un changement de direction. Heitzler remplace Raoul. Heitzler, c'est pas un mec forcément qui est non plus très connaisseur. Non plus, c'est un mec qui vient de marketing. Donc, première rupture, Gossage envoie les courriers pour dire attention, le circuit sera peut-être trop rapide. Donc, ce que je vais passer, effectivement, vous avez vu, voilà. Il faudra peut-être revoir des aménagements pour courir ici. Que faire? On va organiser 2 tests. Donc, je vais passer maintenant les 2 tests qui ont été effectués. Il n'y avait aucune inquiétude lorsque nous avons fait les tests, mais c'était des tests tronqués. Nous n'avons jamais fait de vrais tests ici. J'étais égoïste de mon point de vue puisque je travaille aux relations publiques du CRT. Les pilotes voulaient le faire. Nous voulions le faire car c'était une formidable opportunité d'attirer les fans texans vers le CRT. Nous n'avons jamais fait cela. Mike Zizzo, 2021. Le seul test qui a été mené ici avait été fait par Break et Raoul avant de signer le contrat. Et la température était à peine positive, c'était vraiment frais. Ils ont fait très peu de tours, ils lui ont laissé vraiment aucune chance. Robin Miller, 2001. Je me souviens qu'un officiel est descendu et m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit, il y a beaucoup de vent. Il a dit, ça sera la même chose pour tout le monde. Mais j'étais seul. Kenny Break, le 19 décembre 2000 lors du test. Je suis dans le CRT depuis 24 ans, 1983, et je sais à quoi ressemble un test à 100%. Et là, je peux vous dire que même assis derrière mon bureau, je peux vous garantir qu'il n'était pas à plein régime. Eddie Gossage, fin de bulle.
Ce n'était pas comme si nous étions là pour faire des tests avec des sacs de sable ou d'autres délires. Nous étions ici pour un test normalisé à la demande du CRT. Je me rappelle que nous avions des conditions avec de très fortes rafales de vent. Nous avons donc dû ajuster les voitures. Ainsi, nous étions parfaitement conscients que nous serions en conditions claires bien plus rapides. Kenny Break, fin 2000. Je vais être honnête, c'était une erreur. Je n'aurais jamais dû le faire. Ce n'était pas juste pour l'IRL, je l'avais d'ailleurs dit à Tony George à l'époque, bien avant leur arrivée au mois d'avril, que c'était une erreur de ma part et que je n'aurais jamais dû le faire. Eddie Gossage 2016, à propos de l'organisation de l'épreuve. Nous avons testé là-bas en hiver. Et cela s'est bien passé. Mais, il y avait beaucoup de vent, nous n'avions pas les ailerons de course, ni les moteurs de qualification. Kenny Break, fin 2000. 2 mois sont désormais passés depuis les tests de Kenny Break. Une seconde session est organisée à titre privé par plusieurs équipes entre environ le 23 et le 28 février, dans des conditions toujours très froides. C'était une journée très froide, et la piste n'a jamais complètement séché. À cause de cela, nous avons dû parcourir le circuit sur une ligne plus haute qu'à l'accoutumée, et seulement l'après-midi. Le matin, cela était strictement impossible à cause de la pluie. Donc, nous avons ici effectué des tests tout au long de ces 3 jours d'essai, en travaillant sur plusieurs trajectoires, les longues descentes également. Nous avons également essayé différentes choses sur la voiture pour apprendre la piste, car celle-ci est à forte inclinaison. Je pense que les informations que nous avons récoltées durant ces 3 jours vont s'avérer extrêmement utiles en avril. En tout cas, ce sont des installations magnifiques. J'ai hâte d'être ici au mois d'avril. Maurice Gugelmin, 2001, au mois de février, lors des tests effectués sur la piste. Avec le retard dû à la pluie, il y a un petit 6 degrés. La journée a été difficile. Mauricio a fait un excellent travail, comme souvent, confirmant qu'il n'était pas rouillé pour les grands ovales. Au cours de l'après-midi, nous avons pu enfin tester quelques éléments qui faisaient partie de notre programme prévu d'essai. Demain, nous apporterons quelques éléments sur la voiture de Scott Dixon afin de vérifier en conditions avec un peu plus de vitesse ce que cela donne. Comme l'a dit Monen, nous avons eu ici une excellente journée afin d'obtenir des informations pour avril. Je pense que nous sommes parvenus. Russell Cameron, l'ingénieur de piste de Maurice Gugelmin en février 2001. La saison débute comme prévu début mars à Monterrey, et juste après Monterrey a lieu l'inspection de la piste. Chris Kneifel ici livre ses impressions sur une piste qui aura besoin certes de modifications, un resurfaçage, puisque le goudron ne semble pas apte à accueillir le CRT, sans doute trop friable un peu. Les bankings peuvent poser question selon lui, et surtout, premier détail qu'il remarque, les grillages de sécurité ne sont pas aux normes. Donc il va falloir effectuer des travaux supplémentaires pour le circuit au grand désarroi de Eddie Gossage. Mais le circuit sera prêt pour le week-end du 26 au 29 avril. Avance rapide, de plusieurs mois. Je viens d'être nommé délégué syndical en chef du CRT. Donc ce que je veux dire, c'est que ça fait moins d'1 mois que j'occupe ce poste. Donc, je n'avais jamais été au Texas Motor Speedway auparavant, aussi bien comme pilote que comme délégué CRT. Après la course de Monterrey, au Mexique, le 11 mars, nous devions donc réaliser l'inspection du site. J'étais donc ici avec Walid Al-Anbar, Billy Kempfens et Lon Brownlee, le chef des pompiers du CRT, et quelques autres personnes. Je me souviens donc ici que, afin de faire le tour, Eddie Gossage
nous avait donc proposé de faire le tour dans de gros rutilants SUV. Et première chose que je remarque, et qui attire mon attention, les poteaux des grèges de protection sont extérieurs. Je pense que c'est faux. Mais non, ils sont bien du côté WA, ce qui est non réglementaire. Chris Kneifel à propos de l'installation de la piste. J'ai demandé à qu'on s'arrête. Je suis ensuite descendu. J'ai remonté donc la pente. Incroyablement raide. Pouah, mais je ne pensais pas que c'était comme ça. Et ce n'est pas prêt de changer de sitôt. J'avais également quelques soucis avec la clôture, non réglementaire. Chris Kneifel 2001. Donc, vous voyez effectivement, deux tests, sans doute que ça n'a pas suffi. Et ça ne suffira pas d'ailleurs, puisque effectivement ce sont deux tests qui sont disputés dans des conditions quand même spéciales quand même. 6 degrés fort vent pour l'un, 6 degrés de la pluie pour l'autre, donc des conditions qui ne permettent pas de se fixer sur le circuit. Nous arrivons donc ici le jeudi, le matin, c'est-à-dire la veille de la course, avec un tas d'incertitudes. Ce sera à peu près la même chose qu'à Fontana. La vitesse à l'exception, du fait d'une piste plus petite. Je pense que ça va être une course dans un gros paquet, serré, Helio Castroneves, le jeudi, juste avant la course. Le vendredi, donc, débute par les F1. Les F1, ici, on se rend compte très rapidement qu'en fait, les vitesses, effectivement, en essai au mois de février, étaient pipées. Tout simplement, donc effectivement, les voitures sont presque 10 miles plus vite que celles atteintes. Voilà, première question. Nicolas Minassion, notamment, commence à se plaindre de quelques problèmes, mais bon, on met ça sur le compte que c'est un rookie. Je suis sûr que ça va être du grand spectacle. Ça sera une course très serrée. Ça va être spectaculaire. Nous risquons d'avoir un concours avec l'IRL pour la photo finish le plus serré. Helio Castroneves le vendredi 27. Nous étions dans un tour de contrôle, juché au sommet des tribunes, bien au-dessus, piste totalement dégagée, en vue. Mais, ici, j'ai essayé de fixer les voitures, uniquement une voiture, et je n'y arrivais pas. Je me suis dit, mais putain, je n'arrive pas à fixer une voiture. J'ai ensuite calculé, en 1 minute, les voitures bouclaient environ 3 tours. Ce qui veut dire 22 à 23 secondes au tour. Soit 1,5 miles la longueur du circuit, x 3, 4,5 miles, simplement ahurissant. Les vitesses étaient déjà excessivement rapides, et ce n'était que les FP1. Chris Kneifel, le 27 avril 2001. Au début, j'avais l'impression que tout ce qui se passait était normal. Je sentais que physiquement, je ne pouvais plus le faire. Plutôt que la voiture était devenue trop pour cette piste. Parce que je suis nouveau sur les ovales. J'avais l'impression que je n'étais pas capable de dire quoi que ce soit dans la voiture. Parce que je n'étais pas bien du tout pour une recrue de dire que je n'y arrive pas, que je ne peux pas le faire. C'est mon métier ici. Je me souviens avoir ressenti également une force dans la voiture. Votre tête a été arrachée, votre bouche déformée. C'était vraiment quelque chose. Les voitures étaient devenues des monstres. Ensuite, il y a aussi cette chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pensez que vous êtes malade, mais non, je ne suis pas malade. C'était simplement les effets de la vitesse. Cette vitesse devenue absolument folle. Tout ce que je pouvais dire, c'est est-ce normal? Alors, tu pousses, tu creuses un peu plus. Et là, vous vous dites, mais ok, putain, j'ai un travail à faire. Je dois le faire. Je suis une recrue. Si je ne le fais pas, ils trouveront quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'étais stupide dans ma tête. Simplement, j'étais jeune. Nicolas Minassion. Tout d'abord, nos voitures à l'époque, on parle ici de 900 chevaux, non. Il y avait tellement de puissance que lorsque nous sortions des stands,
ces voitures n'avaient qu'une seule envie. Vous mettre dehors. Vous deviez donc lécher l'accélérateur, puis ensuite, un endroit comme le TMS, avec des normes banking, nous savions pas ce qui se passerait ici. Donc, dans des bankings à 24 degrés, alors nous sortions des stands tout doucement, puis, dès que nous le pouvions, nous enfoncions l'accélérateur dans le banking en mettant la manette des gaz à fond. Et toujours un peu plus, de plus en plus. Et c'était le jeu. Et ça se passait si vite que nous ne nous rendions même pas compte. Puis, tout d'un coup, lorsque vous arriviez à un point, vous vous sentiez passager du véhicule. Vous ne sentiez plus rien. C'était ici. Donc le point chaud. Nous devions aller environ à 230, 235. À peu près. Ensuite, nous avons compris et nous avons rencontré une zone où nous n'étions pas à l'aise. Alors, vous pouviez, ici, vous rendre compte que vous aviez dépassé les limites. Donc vous faisiez retirer l'appui, vous ne ressentiez plus rien. C'était bloqué. Ça allait vite, très vite, plus vite, trop vite. C'était ça donc mec. Voilà. Et Helio Castroneves à propos du Grand Prix. Tout le tour était à fond. Je me souviens avoir fait une longue course pour préparer l'épreuve. Je pense avoir fait 22 ou 25 tours d'affilée. C'était un long run pour vérifier la consommation, l'usure des pneus et tout ça. Je me souviens avoir été dans la voiture, avoir fait 15 ou 16 tours, et puis commencer à me sentir mal. Pas bien en tout cas. Vous ne sentez plus la voiture, vous ne la contrôlez plus. Je me souviens également avoir mis mon coude droit sur le côté du cockpit, parce que tout simplement le volant était devenu trop lourd, la direction trop lourde. Et j'avais l'impression d'être encore écrasé. J'étais écrasé contre le cockpit. Je me disais, mais oh mon Dieu, c'est vraiment dur. Alors, je me suis dit, et je me suis contraint à monter dans la voiture. C'était comme ça. Allez, allez, vous ne vous sentez pas bien? Allez, c'est d'accord. C'est ce que tu pensais. Nicolas Minassian à propos de l'épreuve. Mais, bientôt, vous allez voir d'autres pilotes bonsoir. Et notamment, l'après-midi, suite à un événement qui va attirer l'attention un peu de tout le monde. L'après-midi débute vraiment les vrais essais, c'est-à-dire où on va commencer à rabaisser les ailerons, on va commencer à enlever de l'appui, on va commencer à mettre les moteurs de qualification pour les tester avant les qualifications du samedi, et la première séance du vendredi soir également, de pré-qualification. Après la première séance, j'étais mec, putain, j'ai un peu le vertige. Il y avait beaucoup de doutes à partir de ce moment-là. Helio Castroneves, le vendredi. Il y avait une force, une vitesse, tout simplement à laquelle je n'arrivais pas à m'habituer. Oriol Saria. Le seul souci est que vous devez davantage regarder dans les rétros. Parce que, lorsque vous descendez le banking, vous passez rapidement d'un virage à un autre. Donc vous devez être sûr que personne ne se trouve ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Sinon, ça risque de provoquer un énorme carton. Toujours Helio Castroneves, le jeudi également. Finalement, je me souviens avoir dit à la radio, je ne peux plus continuer, je vais m'évanouir. Alors, je suis allé au stand, je suis sorti de la voiture et je ne pouvais tout simplement plus marcher droit. Je pense que c'est Mike Hull, qui était à l'époque, en tant que patron de la voiture, et mon ingénieur Bill Papas. Et là, Bill me dit, tout va bien, j'ai fait un très bon travail. Je suis un peu soulagé. Voilà. Et puis donc ici effectivement j'avais l'impression de les laisser tomber de laisser tomber l'équipe. Parce que physiquement je ne pouvais tout simplement plus piloter la CRT aussi longtemps que les autres. Mais en fait je l'ai fait. Je m'en suis bien sorti, je l'ai piloté même la voiture très longtemps.
Nicolas Mination, toujours à propos de ce week-end. J'ai probablement été l'un des premiers à ressentir les effets, mais je pensais que c'était dû au fait que je n'étais plus adapté aux ovales depuis 1998. Mais, lors du briefing, lorsque j'ai vu toutes ces mains se lever, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul dans mon cas. D'autres l'étaient également, mais je ne regrette absolument pas l'annulation. Sandro Zanardi. Celui qui attira l'attention de tout le monde fut Maurice Gugelmin. Chris Kneifel, 2001. J'ai été dans le virage, juste près de la piste. Donc, je regardais la séance, et, d'un coup, je vis une voiture glisser, mais comme si jamais elle semblait s'arrêter. Ensuite, Olvi et Tollemel sautaient par-dessus la clôture et s'approchaient de la voiture. Ici, Gugelmin expliquait à Terry et Stephen: j'étais un glaçon plus près de vous, avec une étonnante présence d'esprit, malgré l'énorme choc qu'il venait de prendre. Ici, rien de cassé, mais un pilote fortement traumatisé. Et puis, Damata connut à peu près le même accident, un peu plus tard dans la journée. Là, je me suis dit, mais merde. C'est vraiment des choses bizarres, ici. Robin Miller, 2001. J'étais sur la piste au moment de l'accident de Mauricio. C'était comme un flipper géant. La voiture a rebondi, les marques continuaient. Helio Castroneves toujours le vendredi. Le souvenir le plus marquant que j'ai de ce week-end, c'est probablement d'avoir été à l'hôpital voir Mauricio, mon coéquipier. Il était noir et bleu. Je me souviens également d'avoir croisé le regard de certains anciens. Et leur visage ne trompait pas. Comme quoi, on était simplement stupide. Je me souviens également d'autres regards et de m'être dit: merde, mais qu'est-ce qu'on fout là? Ce n'est pas bon. Mais à l'époque, j'étais jeune, j'avais simplement 20 ans, peut-être 21 ans, et j'étais pas très intelligent. Scott Dixon, 2021. Nous avons eu de gros accidents ce week-end. Le premier était Gugelmin. Le second, Tamata. C'est deux gros crashs que personne n'avait compris. Le chauffeur n'avait aucun souvenir. Quand je regardais les vidéos, il n'y a aucun problème. Et quand les mécanos regardaient les voitures, idem. Ils n'ont détecté aucun problème. Pourtant, le choc, ou quoi que ce soit, avait provoqué l'accident. Et les deux se sont écrasés. Ensuite, Mauricio a eu beaucoup de chance. Son accident était vraiment grave. Mauricio peut être sérieusement blessé. Mais il a eu de la chance. Ou il a heurté le rail. La voiture était solide, Mauricio était solide. Alors, le fait qu'il soit passé à travers sans être blessé, mais cela aurait pu être pire. Il a encaissé 66 G lors du premier impact au virage 2. Ensuite, la voiture est descendue au troisième virage, où il a encaissé 113 G. La raison pour laquelle Mauricio s'est crashé était encore un mystère. Nous ne comprendrons que plus tard. Stephen Olvey à propos du crash de Gugelmin. Il a perdu le contrôle de sa voiture au milieu du virage 2 et s'est arrêté 3/4 de mile plus loin, à l'entrée des stands, virage 4. Walid Al-Anbar a toujours qualifié ce type d'accident sur ovale de quart de mile. Donc, quand tu avais un accident à Indy, tu t'écrasais à Michigan et tu prenais un carton à Fontana. Et, ici, c'est ce qu'on appelle un quart de mile. Mais, dans ce cas-là, la force de l'impact fut telle que le lieu initial et le lieu de chute se situaient 3/4 de mile plus loin. C'est dire. Et quand la férocité de la puissance et la violence du choc, de chocs multiples, avec une pointe à 113 G, puis un autre à 66, ici, bien que Mauricio Gugelmin soit couvert d'échymose suite à l'accident,
mais sans blessure grave, c'est un pur miracle. Mauricio a eu 3 accidents en un. Chris Kneifel, suite à l'accident de Mauricio Gugelmin. Je n'avais pas prévu de servir de pilote d'essai pour le Hans, mais je suis content de l'avoir fait. Je pense que je ne pourrais jamais en dire assez sur cet appareil, qui n'est obligatoire que depuis 3 mois dans notre discipline. Mais je pense qu'il m'a certainement évité et sauvé de blessures beaucoup plus graves, voire de la mort. Parce que j'ai eu 2 accidents là. J'avais accompli quelques tours, donc il restait un peu de temps. Je suivais notre voiture. Quand, d'un coup, la voiture a commencé légèrement à partir de l'arrière. J'ai corrigé, mais j'ai ensuite retouché. La voiture est vraiment partie de l'arrière. Je sais pas pourquoi, je l'ai perdu. Donc, je ne dirigeais plus rien. J'étais passager, je me dirigeais vers le mur. J'ai donc lâché le volant, ce qui était un réflexe normal dans ces cas-là. J'étais devenu passager. Puis, je me suis stoppé dans le mur au virage 4. Et je pouvais distinguer de la lumière à l'avant de la voiture tant les dégâts étaient importants. Je pouvais sentir avec mes pieds que mes pieds étaient à l'air. Et, ici, je vois le docteur Travel qui me dit bonjour. Mauricio Gugelmin à propos de son crash. Loin donc de dissiper les doutes, l'accident de Gugelmin, au contraire, accentue les doutes. Le samedi matin, juste avant les qualifications, Paul Tracy fait monter la voiture à près de 390 km/h de moyenne sur le tour. Et de plus en plus de pilotes se plaignent d'avoir des maux de tête, des pertes de conscience temporaires, des étourdissements. Nicolas Mination explique notamment, comme je vous ai passé précédemment sur le vendredi, qu'il ne marchait même plus droit en sortant de la voiture. Carpentier vomit, voilà. Oui. Est-ce que le CRT aurait pas commis une grosse erreur, éventuellement, de courir ici, en n'écoutant pas Eddie Gossage, en ne courant pas sur le circuit routier, en ne modifiant pas les voitures? Loin de dissiper les doutes, les qualifications vont encore plus les accentuer. C'est la piste la plus rapide sur laquelle j'ai jamais couru, pour Rainerta. Nous commencions à entendre quelques informations venant des radios de course. Notamment, un pilote qui, après 10 tours, avait perdu l'équilibre en sortant de sa voiture. Mais également, des pilotes désorientés qui loupaient leur stand. Ou d'autres pilotes qui tournaient vers l'intérieur dans les stands. Ça peut devenir bizarre. Chris Kneifel, le samedi 28 avril 2001. J'ai couru un tour à 237 miles à l'heure. Mon équipe m'a dit à la radio que j'étais monté à 6,3 G dans la courbe de vendredi. J'ai stoppé au milieu d'une longue course parce que j'avais des vertiges. Ce n'était pas normal. Tony Canaan. J'ai pensé, écoutez, je vais m'évanouir, alors je ferais bien de m'arrêter. Parce que, à un moment, j'ai forcé mon cerveau à me pousser vers l'avant. En ce moment, je vais le perdre. Je vais me foncer dans le mur à 385 km/h. Et je vais m'arrêter. Pour être honnête, j'ai eu honte quand je me suis arrêté. J'avais honte parce que je pensais que c'était moi. Je pensais être faible, mais ensuite, quand je me suis arrêté et que j'ai été si étourdi que je ne pouvais plus marcher droit, je me suis rendu compte que j'ai mieux fait de m'arrêter. Le souvenir que j'ai de cet événement est pour toujours. Vous avez l'impression que votre visage était écrasé dans votre casque, dans les coins. Comme si c'était devenu fada. Nicolas Mination. Quand une voiture s'envole dans les airs, c'est assez évident que ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui est clair pour vous. Donc,
nous avons ici à faire quelque chose de pas normal. C'était quelque chose qui était un monstre invisible. Et c'était quelque chose qui était tout à fait différent d'un individu à un autre. Donc, on ne pouvait pas dire que ce serait 1 minute pour ce type, soit 5 minutes, peut-être 10 minutes pour un autre, peut-être que certains n'en sortiraient même pas les effets. Presque tous auraient ce problème. Et donc, nous avons réalisé ici l'ampleur du problème, qui était immense. Et la chose qui est l'accident, ce n'est pas que ici nous avions des accidents, c'est que nous avions des accidents. Donc de toute évidence, il fallait faire quelque chose. Mais, quand vous regardiez les données, ce n'était pas comme si vous sortiez une petite bosse ici. Non, vous regardiez les données, et ici, tout était parfaitement expliqué. Alors, c'est ici que nous pourrions expliquer l'inexplicable ou justement ne pas expliquer l'inexplicable. C'était difficile à comprendre. Comment pourrions-nous vraiment comprendre ce qui se passait? Mais, quand vous comprenez pas, essayez d'associer. Et vous verrez, voilà. Par exemple, ici, nous faisions 3 tours en 1 minute. Ce qui est une vitesse insensée, que nous n'avions jamais vue auparavant. Cela se résumait donc au facteur humain et à tout ce que nous pouvions ici, effectivement, essayer à travers les conversations que j'avais eues, de comprendre. Je pensais qu'en regardant simplement dans les yeux et tout simplement qu'il n'y avait tout simplement rien d'explicable. Vous pouviez juste le voir, vous saviez que les choses ici étaient différentes. Que ici, il n'y avait que tout simplement les meilleurs pilotes que j'avais jamais vus. Chris Kneifel. À propos de la... Je me souviens en quelque sorte avoir entendu Patrick Carpentier dire qu'il s'était en quelque sorte évanoui. Et à beaucoup de gens dire je ne sais pas ce que c'est pensé, je n'en ai toujours pas à comprendre. Auriol Servia à propos de 2001. Un garce avait fait un G-Lock. Il était inconscient du second ou troisième tour, puis était revenu à lui. Et le seul moyen de ne pas s'écraser, c'était juste la mémoire musculaire. Stephen Olvey. Je n'ai jamais eu aucun de ces problèmes, ni évanouissement ni vertige. Scott Dixon. Lors des FF3, des vitesses très proches de celle atteinte à Fontana, c'est-à-dire 400 km/h, voire un peu plus de 400 km/h, comme l'expliquait Auriol Servia, par exemple, l'année suivante, tu pars à Fontana à 415 km/h en qualification. Ici, la vitesse autour est au-delà des 240, c'est-à-dire plus de 287 km/h pour la vitesse de pointe la plus élevée sur le circuit. Ce qui suscite de plus en plus de questions. Les qualifications d'après-midi seront certes un peu moins rapides, mais ne leur auront pas les doutes. Ainsi, après les qualifications, Stephen Olvey décide de mener l'enquête. Cette course va être la même pour tous. Il n'y aura pas de grande différence, ce sera une course extrêmement difficile. La piste est très chaoteuse. Adrian Fernandez, le samedi. De toute évidence, c'est une piste qui n'a pas été conçue pour nos voitures. Nous allons devoir faire avec. Nous ne pouvons pas nous défiler. Christian Fittipaldi. Courir sur un circuit routier ou sur un normal sont deux choses totalement différentes. Mais TMS est encore une chose totalement atypique. Ça va être une course très difficile. Gilles de Ferrand, le samedi. Passez les 240 miles à l'heure, vous allez probablement tomber dans les pommes. Brian Herta. Personnellement, je n'ai pas eu ce problème, mais je sais que d'autres pilotes l'ont eu. Kenny Breck. Katie est entrée à ce moment-là dans l'unité médicale, et elle nous a dit qu'il se passe des choses bizarres pendant qu'ils conduisent. Ils sont étourdis, ils marchent pas droit, ils perdent la vue. C'était donc juste remarquable qu'elle a eu la présence d'esprit de venir
à l'unité médicale nous prévenir. Avant cela, nous ignorions tout. Stephen Holvey, le médecin de l'Indy. C'était juste incroyable de conduire à 230 miles. J'avais pas l'impression d'être écrasé latéralement et verticalement. C'était juste incroyable. J'étais juste incroyable. Je n'avais aucune conscience que ce que je faisais était extrêmement dangereux. Pourtant, j'étais l'un des pilotes les plus en forme. J'ose pas imaginer ce que c'était pour les autres. Max Papis. Je suis déçu dans un certain cas. L'équipe m'avait donné une superbe voiture pour la course. Je voulais marquer des points. Cependant, il était impossible physiquement d'endurer de telles pressions sur une si longue période. D'ailleurs, j'ai ressenti les symptômes après 20 tours le samedi. Alexandre Tagliani. Je me souviens d'une conversation avec Joseph Heitzler, qui était alors directeur de CRT, et qui, comme moi, Joe avait hérité du dossier TMS, prenant en charge de l'achat le Bob Boyle et de Andrew Craig. Je me souviens donc qu'il me demandait, mais si on trouvait une solution ici, que se passerait-il si nous courions sans précaution, tel quel? Alors je lui ai expliqué, ben Joe, tout simplement je t'explique, ce qui se passerait, ce serait à peu près comme si nous avions un Big One, un gros accident d'avion, ici. Je renchéris dessus, et je lui dis, mais nous aurions un accident d'avion monumental, qui n'impliquerait pas seulement les pilotes sur la piste, mais sans doute également des spectateurs, les équipes TV et les maréchaux de piste. Et si c'est encore le pire des cas, nous aurions ici des pilotes tués. Moi, je n'ai jamais été pour venir ici. Ça fait très longtemps que je vous le dis. Mettez les voitures dans les camions et partons d'ici. Partons d'ici. Stoppons avant que ce soit impossible de le faire. Et occupons-nous de ça plus tard. Chris Kneifel. Et les qualifications auront été un petit peu moins rapides, environ 235 miles de moyenne, voire 200 miles de moyenne. Mais un événement apparemment anodin va tout changer. Catherine Lauterbach, donc attachée de presse de Fesano D'Amata et de l'écurie Newmanas, va voir Stephen Holvey et lui explique donc que ses pilotes se plaignent de mots bizarres. Stephen Holvey donc décide de mener l'enquête, va contacter un de ses amis, au placé à la NASA, et suite à ses conclusions, une réunion d'urgence est organisée. La course aura-t-elle lieu ou n'aura-t-elle pas lieu? C'était une affaire bancale. Nous n'aurions jamais dû courir ici. En premier lieu, courir à 235 miles à l'heure sur une piste d'1,5 miles, mais c'était une équation insolvable. Mais bon, ça aurait dû surprendre personne. Jimmy Vasser. J'ai pensé qu'il y avait beaucoup de pilotes qui pouvaient certes voler. Cela peut en effet amener à un dysfonctionnement de l'oreille interne. En fait, vous avez ici des conduits auditifs et au bout de cela, une petite pierre qui, quand elle est au bon endroit, maintient l'équilibre. Mais il se peut que celle-ci migre dans le canal ou se dérègle. Ainsi, cela trouve l'équilibre. J'ai souvent envoyé mes pilotes chez les Aurel, car ils savent bien rééduquer. Alors, j'ai pensé, c'est pas si rare que ça, au final. Puis, j'ai été à la rencontre de certains pilotes. Et nous avons donc discuté, et ils m'ont expliqué, mais en fait, c'est pire que ça. Les forces G. J'ai pensé ici donc aux forces G. Peut-être qu'ils en prenaient trop. J'ai donc demandé à un des chefs de l'équipe de Paul Tracy de voir, avec Paul, si il était capable de lire les G qu'il prenait. Paul a roulé à 237 miles ou quelque chose comme ça. L'ordinateur indiquait 3,5 G verticaux, 5,5 latéraux. Ceci est assez
élevé. Ensuite, nous avons jamais eu de telle configuration de G latéraux plus G verticaux. Donc c'était vraiment limite. J'appelle donc ici mon ami Richard Jennings, ancien directeur médical des navettes spatiales, qui travaille désormais chez SpaceX. Je l'appelle, car c'est un expert reconnu. Mais j'ai du mal à le joindre. Sa femme me dit, je ne sais pas où il est. J'ai passé 2 heures à l'appeler sans cesse, sans cesse et sans cesse, pour essayer de le retrouver, en appelant sur son portable encore et encore. Tout d'un coup, il y a une main qui se pose sur mon épaule. Je regarde, je me retourne, ah, c'est Richard. Il était juste, et il avait juste décidé de venir voir tout le monde. C'est un mordu de sport automobile, qui va à Indy chaque année. D'ailleurs, c'est ici que nous nous sommes rencontrés lorsque nous étions étudiants. Il me dit, vous avez un problème ici? Je comprends pas. Et je dis, eh bien oui, nous avons un problème. Nous venons d'avoir 2 gros accidents. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est problématique pour moi. Les voitures sont sorties visiblement sans casse, sans aucune raison. Est-ce que ce ne serait pas léger? Les pilotes sont également tombés malades, nous avons eu des étourdissements, des évanouissements. J'ai plus de 10 cas. Il n'y a aucune raison pour que ça se produise normalement. Est-ce que ce serait pas léger? Et il regarde donc le graphique que je lui tends. Et effectivement, il me dit, vous avez un gros problème. J'acquiesce, oui, nous avons un gros problème. Et il me dit, c'est physiologiquement impossible de conduire avec une telle combinaison de G. Même à la NASA, dont je suis un expert, nous n'avons pas de telle combinaison de G verticaux et latéraux. Effectivement, ici, c'est comme si nous conduisions sur des énormes montagnes russes, les pires jamais vues. Après cela, et avoir parlé avec Richard, nous allons voir Walid Al-Anbar et Joe Eisler, et j'ai su ici que nous avions un problème majeur, Stephen Olvey. Le seuil que nous avions créé pour le TMS avec le banking était d'environ 228 miles à l'heure. Et, de toute évidence, ici, il semblait que le jet serait gérable. Mais, nous avons dépassé ici les 228 miles à l'heure, très largement. Les gens entraient donc dans une zone inconnue que nous ne pouvions pas gérer, qu'ils ne pouvaient pas gérer. Ici, il paraissait donc évident que nous allions avoir un gros problème. C'était trop pour l'humain, trop pour le cerveau. Je ne voulais donc pas prendre de risque, je réunissais les médecins qui donc m'expliquaient que cela se produisait si nous dépassions effectivement les 230 miles à l'heure et que le cas échéant, donc, il resterait 2 solutions, soit réduire la puissance des moteurs, soit faire usage de pantalons anti-G et de tenues anti-G. Mais il nous était impossible, évidemment, en aussi peu de temps, de les avoir. Donc, je demanda explication ensuite aux médecins, pour connaître les effets, qui m'expliquèrent donc que à ces vitesses, le sang s'échappe du cerveau vers le bas et ne remonte plus, ce qui crée donc ce que nous nommons un voile noir. Ainsi, pour contrer ce fameux voile noir, les pilotes de chasse utilisaient donc ce que nous nommions des pantalons et tenues anti-G. Walid Al-Anbar à propos des effets ressentis par les pilotes. À la vue en fait des données donc présentées par le Dr Jennings, il semble donc désormais de plus en plus improbable qu'une course, en tout cas dans les conditions telles que prévues, ait lieu. Par contre, la course d'Indy Light, c'est-à-dire l'équivalent de la Formule 3000 américaine, a parfaitement lieu. Donc elle va se dérouler ce samedi après-midi, elle se déroule. Elle donnera donc une victoire de l'Irlandais Damon Faulkner, le leader du championnat, et alors tout jeune pilote et futur vainqueur Dan Weldon se sortira en premier sur cet ovale. Et ce sera, bon, effectivement, peut-être la seule course du week-end. Pendant ce temps-là, les pilotes sont réunis en briefing. Alors que rien n'était sorti jusque-là, ou en tout cas seulement entre eux, en fait, plusieurs pilotes vont se plaindre des symptômes lors de ce briefing
organisé donc par le CRT. C'est à ce moment-là, quand ils ont parlé des astronautes, ils ont dit qu'ils allaient de 4,7 à 5,3 G pendant assez peu de temps, 30 secondes, avant de s'évanouir. Donc, ici nous étions dans une situation quelque peu différente que d'aller dans l'espace. Nous devions tenir cela pendant 30 minutes à 4,5 G. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que c'était sérieux et qu'il n'y avait surtout absolument aucun moyen de l'éviter. Helio Castroneves. Nous avions une réunion et je devais la diriger. Alors, j'ai pris les 25 pilotes et je leur ai dit: combien d'entre vous ont eu des problèmes de coordination, d'équilibre? Tu as l'impression que tu ne devrais pas marcher, mais t'asseoir pendant un moment. Personne n'y a rien dit durant 2 ou 3 minutes, jusqu'à que un pilote se lève. Steven Olvey à propos de la réunion du dimanche. Quand j'ai vu 24 mains se lever, tout le monde était silencieux. Brian Herta. Et puis, un pilote a levé la main. Puis un autre qui a accepté de parler. Je pense que c'était Helio Castroneves qui a dit: oui, j'ai eu ça. Et puis, presque tout le monde a levé la main. Et a dû ressentir le même symptôme. Stephen Olvey à propos du briefing. Les promoteurs et certains patrons d'écurie étaient contrariés. Mais, je dois dire que si le docteur Olvey et les pilotes n'avaient pas été unis, pas grand monde serait là à l'heure actuelle pour en parler. Helio Castroneves. Lorsque vous testez la voiture vous-même, vous ne pouvez pas simuler et prédire ce que ça donnera avec 26 pilotes sur la piste. Nous n'avions jamais affronté de telles forces G avant ce week-end. Et en course, cela aurait été pire avec l'aspiration qu'en qualification. Cela posait réellement problème. Michael Andretti. Je pense que Paul et moi, nous étions ceux qui ont mis le plus gros bordel durant le briefing. Mais, bien sûr, je connaissais l'ovale et j'étais pas le mal. Donc, je ne voulais pas entendre parler de ce problème de force G. Kenny Breck. C'est devenu très intéressant lors du briefing, mais s'il n'y avait pas de consensus, nous ne courrions pas ici. Bien qu'il y ait eu quelques réticences parmi les pilotes, les discussions ont été finalement assez constructives et civiles. On ne pouvait pas en dire autant lorsque leurs patrons, les constructeurs, les promoteurs, les motoristes se sont réunis à huis clos. Mike Zizzo. Les autorités donc maintenant sont désormais au courant effectivement de cet étrange mot qui touche les pilotes. Wally Dallenbach a été informé effectivement par le Dr Olvey et le Dr Jennings des effets DG provoqués par le banking à 24 degrés, c'est-à-dire des G très supérieurs aux limites acceptables sur la durée. Il faut prendre donc une décision. Donc ici désormais on va réunir tous les partis pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Annulation de l'épreuve, report d'une épreuve et course au circuit routier, épreuve maintenue mais par exemple avec comme en NASCAR sous forme de plusieurs prudences ou de séries courtes. Toutes les solutions sont alors envisagées. C'était une bonne décision. La course ne pouvait tout simplement pas se disputer dans ces conditions. 4 pilotes, on ne ferait pas de connaissances. Moi, personnellement, j'étais malade. J'ai vomi. La course automobile comporte des risques, mais lorsque un résultat sème le doute, la meilleure décision, c'est de ne pas courir. Patrick Carpentier. Il y avait une solution, mais personne ne pouvait s'entendre dessus. Mettre un tour de clé, nous perdions 4 ou 5 miles de manière unilatérale, nous rentrions dans le cadre, retirer du boost, mettre plus d'appui. Mais ici, impossible de s'entendre entre chaque groupe sur une idée. C'était de l'égoïsme ou de la cupidité. Voilà. Nous faisions un effort d'un côté, nous perdions de l'autre. C'était, si vous faites cela, nous allons rentrer à la maison. De chaque côté, voilà. Donc, impossible de s'entendre. Nous pouvions sauver le Firestone Firerock 600, mais rien ne fut fait. Wally Dallenbach
à propos de la réunion des motoristes. L'un des grands noms des fabricants de moteurs s'est levé et aurait pu remporter un Oscar pour son travail d'acting. Lui, tout simplement, nous a et s'est évertué à nous expliquer qu'il ne pouvait simplement pas toucher au moteur. C'était répréhensible. Mike Hull, ingénieur en chef de chez Chip Ganassi. Il devenait évident que la course n'aurait pas lieu. Ni Honda, ni Toyota, ni Ford n'iraient faire quelque chose. Chris Kneifel au sujet de la course. Il y a une réunion samedi soir avec les motoristes. Quelqu'un de la piste et quelqu'un du CRT. Et cette personne a dit écoutez, si on mettait une chicane dans une droite? Non. Si on enlevait de l'aile? Non. Si on virait du boost? Non. Bah, ils étaient prêts à tout pour sauver leur course. Robin Miller. Nous avions tous les motoristes et tous ces gens qui avaient des connaissances en mécanique essayer de comprendre comment réduire les forces G et réaliser une course décente. L'idée de mettre une chicane dans la ligne droite arrière était tout simplement débile. Les motoristes se sont alors évertués à nous expliquer que si nous touchions au moteur, nous soufflerions le moteur, donc ça ne servirait strictement à rien, et il serait juste bon à jeter. Les gars sont devenus fous. Stephen Olvey à propos de la réunion des motoristes. En termes de chauffeurs, les pilotes CRT étaient bien rémunérés. C'était même, pour la plupart d'entre eux, bien différent de l'heure actuelle. Il y avait beaucoup de pilotes qui gagnaient des millions, jusqu'à 7 chiffres, et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, chaque saison, 5 à 7 millions de dollars, et ils n'allaient pas renverser le panier à pommes, à moins qu'ils se sentent réellement en danger. Chris Kneifel. Et ainsi, cela s'est poursuivi extrêmement tard, jusqu'à environ minuit. Stephen Olvey propos de la réunion. Tout le monde faisait un effort pour tenter d'organiser cette course, du point de vue du CRT. Tout le monde essayait de sauver l'événement, de garder sur les pilotes. Je pense que nous n'allions pas risquer d'avoir un mort ici. Et nous n'allions pas non plus lâcher le morceau. Comme ça. Nous avons tout tenté, tout essayé, pour éviter d'avoir un drame ici. Et, surtout, nous avons attendu le dernier moment pour annuler. Mike Zizou. Finalement, les parties vont se quitter très tard la nuit, donc vers minuit, comme explique le Dr Olvey, mais sans réelle solution. Voilà, ce qui laisse planer une réelle incertitude, et ce qui va nous mener tout droit à un fiasco, puisque une décision aurait pu être prise dès ce samedi soir, d'autant qu'en plus tous les yeux sont alors rivés sur l'IRL, le concurrent, où un énorme carton à 9 concurrents, voire même 11 concurrents, se produit, provoqué par le rookie Corey O'Farrell, donc le premier indien coureur native américain à courir, qui perd le contrôle de sa voiture, qui percute plusieurs pilotes. Jack Miller sera blessé dans une voiture qui prend feu, plusieurs voitures prennent feu, la piste est totalement obstruée, donc un véritable carnage. Voilà, ce qui devrait mettre la puce à l'oreille à tout le monde. Et pourtant, le dimanche matin, alors que Dario Franchitti promet son chien, lui pense que ce sera annulé, il l'explique à Robin Miller, mais les spectateurs, eux, ne sont pas au courant. Dario Franchitti prenait son chien. J'ai quitté le circuit, donc j'ai baissé la vitre pour discuter avec Dario. Dario m'a dit, c'est un cluster ici. Personne ne veut s'entendre. Robin Miller, à propos de sa discussion avec Dario Franchitti le samedi soir. Joe m'a demandé ce que je pensais lors d'un réunion dimanche matin. J'ai dit, je veux être honnête avec tout le monde. Donc, avec tous les éléments que nous avons, si nous prenons le risque de courir ici, nous allons avoir des morts. Et ce sera la mort du CRT. Et nous devons prendre cela en compte. Mike Zizou.
J'ai appelé ESPN et je leur ai dit, il n'y aura peut-être pas de course. Alors, nous devrions faire quelque chose de spécial ici. Marlo, Kellen et moi, nous sommes ici. Donc nous pouvons tout à fait organiser Sport Center le dimanche matin. Robin Miller. J'ai rencontré Wally et Joe et je leur ai dit, les garces, c'est tout simplement pas possible ces allures-là. Et eux m'ont demandé, qu'est-ce que tu veux dire? Tout simplement, j'ai tout revu et j'ai demandé à mon ami Richard Jennings de leur parler. Richard m'a dit, tu ne peux pas continuer comme ça. C'est physiologiquement possible, mais tu vas avoir des mecs qui vont s'évanouir, perdre conscience, ça ira à droite à gauche, ça sera un véritable carnage. Stephen Olvey, toujours au sujet du TMS 2001. En fait, nous avons pris une décision. La décision était une décision difficile, mais nous avons pris nos responsabilités en concertation pour la sécurité des pilotes avec les médecins. Parce que, tout simplement, nous avions un problème. Oui, j'ai été déçu, des gens ont été déçus, beaucoup de gens ont eu le cœur brisé par la décision qui a été prise. J'ai pris la chute pour moi-même, pour ça d'ailleurs, mais je suis d'accord avec ça, et je serai toujours d'accord avec ça. Et tout simplement, nous ne pouvions pas prendre le risque d'avoir un pilote tué, et je n'aurais pas pris le risque d'avoir un pilote tué, sans quoi nous ne serions jamais relevés. Et nous avions visiblement ici un problème. Nous allions sacrément trop vite pour la configuration d'un mile et demi. Walid Al-Anbar. Le dimanche matin a lieu tout de même une séance donc dite d'acclimatation prévue par le règlement en cas de force majeure, donc de changements importants nécessitant donc de faire une vérification en force majeure avant l'épreuve. Donc c'est une séance de 15 minutes, il est organisé avec des voitures bridées avec un dispositif Hansport notamment. Mais bon. En fait, cela va permettre de réduire la vitesse, mais pas suffisamment aux yeux des officiels, ce qui va conduire à l'annulation de l'épreuve, de manière définitive, vers les 10h30. Ce n'est donc que tard, en fait, dans la matinée, vers 10h30, que l'annulation définitive est prise, puisque les motoristes n'ont pas voulu réduire la puissance des moteurs, invoquant les raisons les plus ridicules possibles et imaginables pour ne pas appliquer ce qui avait été décidé entre les pilotes, les ingénieurs et le CRT, ce qui provoque la colère d'Eddie Gossage et de Broughton Smith, qui eux vont réunir leur propre conférence de presse, tandis que le CRT réuni avec Michael Andretti et Brian Herta, représentant des pilotes, une conférence de presse de leur côté. Voilà, la scission est définitivement entérinée et elle sera définitive entre les deux championnats. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eddie Gossage, même 20 ans après, on veut toujours au CRT. Alors que pour le coup, moi, à ce que je pense, le CRT est pour pas grand chose. Si on veut vraiment trouver du coupable, ce sont les motoristes. Les motoristes ont tout fait pour saboter la course. Pour saboter la course, saborder la course, et ont réussi, même au pied, même à se remettre en pied, tout simplement. Voilà. Et on le saura que plus tard. Mais pendant ce temps-là, 60 000 spectateurs sont réunis ici, vont attendre, font monter la bronca, commencent à insulter les pilotes. Voilà, et ici, comme va vous être expliqué, les pilotes vont partir en catimini, plus ou moins, pour certains. La préoccupation de mon côté était qu'à mon avis, nous avions eu des dernières années si dramatiques avec le décès de deux pilotes et des blessés graves. Nous avions perdu Greg Moore et Gonzalo Rodriguez fin 99. Et ça faisait mal à tout le monde. Alors, vous aviez Michael Andretti, peut-être le pilote, le garce le plus respecté que nous ayons dans la course, parler ici qu'il avait eu l'impression d'avoir un poids de 30 livres sur la poitrine.
dans chaque virage, avec les forces G. Alors, moi, qui n'y connaissais pas grand-chose, je me disais quand même, ça fait vraiment peur. Donc, nous avions ici une décision à prendre, et toutes les idées étaient sur la table, y compris les plus saugrenues, comme être une chicane de conne, en pleine ligne droite. Nous devions tout tenter pour sauver l'événement. Mike Zizou. Nous étions dans des zones inconnues. Ceci n'était pas une décision contre la piste. C'était tout simplement la sécurité des pilotes et celle des fans. Car nous étions au-delà de leurs compétences. Joseph Heisler. Nous avons eu réunion sur réunion sur réunion sur réunion, et au bout d'un moment, je leur ai dit, ben, je ne veux pas être responsable si jamais vous décidez de courir à 230 miles à l'heure en ignorant les recommandations et que vous tuez quelqu'un. Walid Delanbar, à propos des réunions. La meilleure décision était d'annuler. Stephen Olvey. La façon dont le CRT a géré cela avec Joe Heisler était juste comique. Joe a tout simplement proposé à Eddie Gossage, le président du TMS, d'être à ses côtés. Gossage lui a expliqué, bah attends, j'ai ma propre conf. Robin Muller. Les forces G étaient au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Vous vous sentez très comprimé, écrasé en sortie de virage, mais à un tel point que c'est une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant. Michael Andretti. C'était la première fois, en 20 ans, que je connaissais de telles forces G. À ce stade, je félicite le CRT pour avoir été debout pour la sécurité et avoir essayé de chercher des solutions au lieu d'aller de l'avant et de courir au désastre. C'était imprévisible. Nous tenons, nous pilotes, à exprimer nos regrets face à l'annulation de l'épreuve. Michael Andretti. Je vais être honnête, c'était une erreur. Je n'aurais jamais dû le faire. Ce n'était pas juste pour l'IRL, je l'avais d'ailleurs dit à Tony George à l'époque, bien avant leur arrivée au mois d'avril, que c'était une erreur de ma part et que je n'aurais jamais dû le faire. Eddie Gossage 2016, à propos de l'organisation de l'épreuve. Peu à peu, les pilotes apprennent l'annulation de l'épreuve. Donc, ils vont réagir, voilà, selon leur point de vue, qui diffère. Mais également, on sent vraiment une vraie colère monter au sein du public. Pourquoi n'y a-t-il pas eu un message avant? Pourquoi n'a-t-on pas prévenu ces gens? Ils sont désormais environ 60 000 dans les tribunes à attendre, un spectacle n'aura jamais lieu. Voilà. Je suis fier que pour une fois le divertissement n'est pas gagné. Je suis fier du CA et du président qui ont pris une décision courageuse. Sandro Zanardi. Nous n'allions prendre aucun risque pour les pilotes et nous n'allions encore moins prendre et faire passer quoi que ce soit qui mettrait en danger les fans. Joseph Heisler. CRT s'est manifesté et nous a défendus. Tous les fabricants, c'est-à-dire nos patrons, et les sponsors, ont été solidaires, pour une fois. Je pense que la décision de Joseph Heisler était une bonne chose. Tony Kanaan. La seule chose que j'aurais souhaité, c'est qu'on fasse passer l'information 24 ou 36 heures auparavant. De toute façon, en fait, dès le début, je m'étais rendu compte que courir en silo était une erreur. Chris Kneifel. J'étais dans une toute petite équipe débutante. Pour nous, nous avions réalisé une très belle qualification, ce qui était déjà énorme. La voiture fonctionnait très bien. Cela allait être sans doute une super course pour nous. Mais, je peux dire que lorsque j'ai appris que l'épreuve n'aurait pas lieu, j'ai été fortement soulagé. Tout simplement parce que, ici, c'était la seule chose à faire. Ça allait être un carnage. Nous ne pouvions tout simplement pas faire plus de 10 à 15 tours sans avoir le risque de perdre notre voiture. Et si ça aurait été le cas, ça aurait été une catastrophe. Sachant que, concernant la vitesse, à Fontana l'année suivante, j'atteins 250 miles, soit plus de 410 km/h, mais sur un ovale de 2,5 miles.
Oriol Servia. Les réseaux sociaux n'existaient pas, donc il n'y avait aucun moyen de prévenir de manière instantanée les fans et ainsi de s'arranger qu'ils ne soient pas dérangés. Nous étions forcément très déçus, mais il aurait fallu un moyen de leur faire passer le message, de leur dire de ne pas venir sur le site. Les réseaux sociaux, en effet, en 2001, n'en étaient qu'à leur balbutiement et n'avaient que peu d'adeptes. À l'heure actuelle, ça en aurait été tout autre. Mike Zizou, à propos de l'événement. Et bien sûr, les gens dans les gradins sont devenus complètement fous. Ils commençaient à traiter nos chauffeurs de poules mouillées, de lavettes, de bébés, de branquignoles, de dégonflés. Bref, tous ces noms d'oiseaux. Stephen Olvey à propos d'annulation. L'annulation, comme l'explique au final Olvey, ne fuit pas que des heures et loin de là parmi les fans, mais comme le relaie également Robin Muller, suit du CRT un championnat qui confirma sa réputation de pionnier en termes de sécurité. Mais, qu'en pense-t-on désormais 20 ans plus tard? Avant une explication finale sur la fin du championnat, voilà, je vous propose d'écouter la réaction du pilote à l'heure actuelle sur cet événement. Vous allez voir, bon, là ça a malheureusement cristallisé pas mal de choses, cet événement. Entre Eddie Gossage qui campe ses positions et certaines personnes également qui campent leur position. En fin de compte, CRT aurait dû savoir. Nous avons remis en cause les vitesses dans les lettres. Nous allions apporter nos propres solutions, telles par exemple utiliser le circuit routier. Mais CRT nous a sciemment menti, en nous expliquant encore une semaine avant que CRT était disposé et capable de participer à la course en toute sécurité. Eddie Gossage 2001. Et en y repensant, c'est vraiment la meilleure décision à laquelle j'ai jamais participé. Chris Kneifel au sujet de l'annulation. Nous avons débranché à prix ce jour-là. Mais nous avons certainement, par ce geste moche, sauvé beaucoup de vies. C'est tout ce qui comptait. Rolly Dellenbach. Nous avons dépensé des millions pour refaire la piste et d'autres choses, à la demande du CRT. Nous avions un accord pour organiser une course le 29 avril pour le CRT. Le procès est une option. Eddie Gossage 2001. Le fait que Eddie Gossage à ce jour soit toujours celui qui écrit l'histoire dessus, c'est là que seule chose qui me dérange. Je comprends qu'il se soit mis dans une mauvaise passe, mais il en faisait partie de cette fichue chose. Mais c'est toujours lui qui en parle parce qu'il contrôle les récits, qui est cette chair d'intimidateur pour le faire. Mais c'est aussi sa personnalité. C'est Eddie Gossage pour tout le monde. Et le fait de tirer systématiquement sur CRT, c'est son opinion. Je ne peux pas dire à un garce de ne pas avoir d'opinion, mais plutôt que de se dire mais vous savez quoi, les gars du CRT, eh ben c'était une mauvaise affaire pour les fans. Mais ils est parti de la décision et nous avons pris la bonne décision. Et il est bien le seul à jamais avoir dit ça. Chris Kneifel. CRT, dans USA Today, l'une des stars, étaient des grands héros. Et ils étaient considérés comme des héros parce qu'ils ont fait primer la sécurité des pilotes sur le spectacle. À part Eddie Gossage et les fans, pas grand monde a critiqué la décision. Et ils ont tiré de cet événement une couverture fabuleuse. Robin Muller. Avec le recul, je pense qu'il aurait fallu effectuer plus de tests en termes de diligence raisonnable. Mais personne n'aurait pu prévoir les vitesses folles qui ont été atteintes. Je pense également que voilà, nous avons dû penser à la sécurité. Moi-même, j'ai été blessé.
Et je pense surtout que nous aurions dû reporter davantage l'événement, afin d'étudier davantage les problèmes inhérents au circuit. Je suis fortement déçu d'avoir blessé les gens, car nous avons effectivement blessé beaucoup de gens, mais c'était la décision la plus raisonnable à prendre. Que se serait-il passé ici si nous avions eu la mort d'un pilote? Je pense que mettre des avions de chasse sur une piste, ce n'était pas une bonne idée. C'était idiot, c'était suicidaire. Et puis, à titre personnel, la sécurité des pilotes valait bien plus qu'un spectacle. Car ici, il s'agissait de la sécurité des pilotes. Vous ne devez jamais sacrifier un pilote sur l'autel du spectacle. Et je vis avec ça depuis Mike Zizzo. Ils auraient dû tester sans relâche depuis au moins 2 ans. Le TMS et les fans se sont floués. Parce que, bien sûr, ils ne l'ont pas fait. Eddie Gossage. J'emmerde Digo Sage. Mais sérieusement? Mais pourquoi? Est-ce que c'est toi qui as apporté les voitures? Sérieux mec? Vous avez une piste de course? Je ne contesterai pas que un ou plusieurs tests étaient largement pas suffisants. On aurait dû beaucoup plus tester que ça, c'est assez juste. Mais je ne veux pas, et je ne vois pas de quoi polémiquer dessus. Et vous prenez contre-point, franchement, si jamais ça marchait pas, mais pourquoi tu nous as fait venir courir là-bas? Et si vous étiez si certain, mais vraiment si certain, et si sûr que les voitures étaient trop rapides, mais pourquoi avez-vous signé un contrat de 3 ans avec nous? Ça n'a aucun sens. C'est tout simplement une histoire révisionniste contre les racing. Chris Knightle au sujet de Digo Sage. Vous avez dû avoir ou vous sentir un peu désolé pour lui. Ils ont fait un bon travail de promotion pour la course. Ils avaient un sponsor titre. Le tout, c'est que au Texas, CRT a laissé un mauvais goût dans la bouche. Avec tout ça, c'était bon pour le IRL, mais c'était mauvais pour le CRT. Mais par contre, à l'échelle nationale, avec une telle décision, CRT avait pris soin des pilotes et ils ont eu la meilleure pub qu'ils ont jamais eue, Robin Miller. CRT a eu sans doute trop d'ambition. Ils voulaient courir sur cette piste, mais ils n'ont pas pris les mesures nécessaires. Tout simplement. Ils ont tout simplement chié un œuf d'oie. Eddie Gossage en 2021. Elle a l'air de se retirer. J'ai une règle de base. Si vous n'avez rien de bon à dire, bouclez-la. Et c'est ce que je pense d'Eddie. Et Eddie n'est pas sans sympathie pour ce que je dis. Walid Allenbar. J'aurais dû savoir qu'on aura un problème. La semaine a commencé avec les mecs des médias et l'industrie du cinéma pour la première de Drive-In dans une salle locale à Fort Worth. Mais quel spectacle! Mike Zizzo. Vous savez, au final, Texas il semble après relativisé. Moins d'une semaine plus tard, je perdais mon petit Giuliano. La situation était critique depuis assez longtemps. Giuliano avait 6 ans, souffrait d'un lourd handicap, avait du mal à respirer par ses propres moyens, était lourdement handicapé, avait du mal à communiquer. Nous savions que la situation était perdue d'avance. Giuliano a sans doute fait le meilleur choix. Nous avions également expliqué donc à son frère Bernardo, effectivement, qu'il n'irait pas aussi loin que lui, malheureusement. Donc, comme vous savez, perdre un enfant, voilà, on ne dira pas le contraire. Mais, dans mon cas, ce fut une chose qu'au contraire, décupler mes forces. Puisque, un peu plus tard dans la saison, j'allais chercher une pole position. Voilà. Mais à la maison, tout avait changé. C'est sans doute ce qui expliquait d'ailleurs qu'en fin de saison, j'arrêta ma carrière. Morceau du budget. Il y avait un rôle là-dedans. Moi, j'ai parlé effectivement avec des gens, des fans qui étaient venus donc, du Japon,
d'Europe, du Brésil, et qui étaient là pour l'événement, pour voir cette course, cette fameuse course du CRT. Et ces gens étaient venus de loin, ils avaient dépensé entre 20 et 100 euros pour leur place, ils étaient 57 000. Et ici, donc, il faut comprendre, ces gens ne voulaient pas une voiture de location, un cadeau gratuit, voilà, ils voulaient simplement être remboursés, ce qui est compréhensible. Malheureusement, bah ici, on peut clairement dire que c'est la faute de Joseph Heitzler, ici. Heitzler, c'est bien connu, par ses intermaments, a enfoncé un clou dans le cercueil du kart. Malheureusement, le CRT, ce jour-là, s'est suicidé. C'est ce que je pense. Et pourtant, moi, Eddie Gossage, je suis un fan de sport automobile de première heure. Et j'ai toujours été fan du CRT, et c'est bien pour ça que je voulais cette course sur ce circuit, sur mon circuit. Vous comprendrez. Mais, bon, CRT et notamment Hetzer n'a rien voulu entendre au ce moment. Donc, ils n'ont pas voulu rembourser, donc on a dû porter plainte contre le CRT, et finalement tout cela s'est réglé à l'amiable pour plusieurs millions. Eddie Gossage en 2015 au sujet de la course. Je pense toujours que le rythme de course aurait été considérablement plus bas. Nous n'aurions pas eu de problème, je pense. Le rythme de course aurait été environ à 210 miles à l'heure. Je pense pas à 230. Mais, avec le recul, s'il avait fallu et que j'avais été contraint à monter dans la voiture, je l'aurais fait. J'aurais couru. J'étais pilote à l'époque. Donc, ici, nous avons commis certes beaucoup d'erreurs, mais moi, je vais être franc. Je ne vous mentirai pas. Quand il fallait courir, je courais. J'ai toujours été un authentique compétiteur. Malheureusement, le CRT, lui, a commis beaucoup d'erreurs à cette époque. Et n'a pas voulu les admettre. Pourtant, on leur faisait remarquer, on leur expliquait. On essayait de les faire aller dans le bon sens. Mais beaucoup de ces gens n'ont pas, tout simplement pas compris, ou pas voulu comprendre. Ce qui a mené à l'effondrement de la Syrie, peu après. Ainsi, on leur a expliqué, mais oui, mais attendez, vous faites des erreurs. Voilà. Au lieu de cela, ils ont continué à bord de Collide jusqu'à ce que la série fasse faillite. Pour moi, c'est vraiment dommage. Parce que le plus triste dans cela, c'est que nous avions la série la plus incroyable dans laquelle j'ai couru et qu'elle a fait faillite. Car les gens du CRT n'ont pas voulu nous écouter. Et je dis maintenant aux gens que j'ai gagné des courses en CRT, et ces gens ne savent pas ce que c'est. Alors qu'il y a 25 ans, lorsque j'ai débuté en CRT, celle-ci concurrençait la Formule 1. Max Papis. Je dis toujours que les records sont faits pour être battus, et que les gens battent les records. C'est juste une question de temps. Mais certains records seront plus durs à battre, et seront quand même battus, soit à l'épreuve de la technologie, soit par une meilleure personne. Mais il existe une dernière catégorie de records. Si vous optez pour des records que personne ne veut, ou des records improbables, cela peut durer extrêmement longtemps. Ainsi, la pole que j'ai conquis au TMS en 2001 fait partie de cette catégorie. Le record risque de tenir, le CRT n'y a été qu'une fois, et le CRT disparu, et j'ai un autre record improbable. Les gens ont été nombreux à prendre des accidents là-bas, depuis qu'on y a été. Mais, ils étaient à 60 sans G. Moi, le mien en 2003, 214 G. C'est un record humain de survie pour un accident de sport auto. Et je pense qu'il n'est pas prêt d'être battu. Quand j'explique cela à mes enfants, je leur explique, mais si tu veux un record, tu prends soit une discipline improbable, soit quelque chose d'improbable, et là, tu seras pas battu. Ou tu seras battu dans très longtemps. Ainsi, le record du TMS appartient à cette catégorie. D'ailleurs, j'ai encore le casque que j'avais lors de ma proposition. C'est un trophée
qui me paraît fort sympathique et qui, pour le coup, est vraiment pas prêt d'être battu. Kenny Break. Et je veux juste vous dire que je n'ai aucune rancune. Je comprends votre position et je pense effectivement qu'à l'époque, vous pouviez comprendre la mienne. Eddie Gossage à Mike Zizzo lorsqu'il l'a engagé en 2005 au TMS. C'est dingue, 20 ans après, je vois pas comment et qui c'est qu'on pourrait blâmer. Nous avons été perdants-perdants pour tout le monde. Cela allait être un événement pour le TMS et cela allait être un événement pour le CRT. Nous avons tous les deux perdu. Mike Zizzo. Donc vous venez d'écouter environ 1h15 de témoignages concernant cette course. Donc voilà, maintenant, savoir qui est le coupable. D'après vous, qui est le coupable? Qu'est-ce qu'il y a dans la IndyCar à l'heure actuelle? Donc j'ai pas mis l'interview parce qu'elle était beaucoup trop longue. Voilà, Tony Germain explique que ces gens-là, ils ont tout fait pour saboter la discipline. Tout fait. Tout fait pour saboter, parce que, tout simplement, comme l'explique Maurizio Guglielmin dans un des témoignages que je vous ai mis, en fait, on leur a demandé de réduire la puissance des moteurs. Parce que, ils s'étaient rendu compte, notamment Kneifel et Dallenbach, que les voitures allaient beaucoup trop vite. Les voitures allaient beaucoup trop vite. Elles faisaient 1000 chevaux, elles faisaient plus de 400 km/h à Fontana, donc c'était vraiment dangereux. Donc on leur avait demandé de réduire la pression de suralimentation à 34 pouces, au lieu de 36. Donc voilà. Et de limiter le régime des moteurs à 12 000 tours. Ça, c'est absolument pas passé, et c'est ce qui va expliquer plus tard la chute du championnat également. Avec d'autres incohérences également. Voilà. Mais en fait, alors que ça aurait pu être ici une victoire de l'IRL, non, l'IRL n'a pas encore gagné. Sachant que la manche à Texas, et là je vous ai pas fait de résumé, j'ai pas voulu. En fait, je vous invite à écouter l'excellent Afterlap donc de Michael Duforest et de son ami sur le sujet justement, sur leur chaîne en fait. Voilà, le Texas 500 en IRL, ça a sans doute même été encore pire que le CRT. Eux, ils ont couru. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un énorme carton dans les derniers tours, avec Cheever qui se fait emplâtrer. Ça donne une polémique, mais surtout un énorme accident. Et vraiment un énorme accident de David Hamilton. David Hamilton, il se fait taper, la voiture elle part, elle s'envole, elle part en sucette au milieu de la piste, il s'explose dans les clôtures non protégées comme expliqué Kneifel, qui n'avait pas été modifié d'ailleurs, au demeurant, et il finit dans le mur, sur le mur intérieur, la voiture coupée en deux au niveau de l'avant, avec les jambes à l'air et les jambes explosées. Il mettra plus de 5 ans à revenir, voilà. Voilà, et l'arrivée, c'est un fiasco. Cette course, c'est un fiasco. Donc, pas de victoire l'IRL. En fait, ce qui va vraiment, sur piste, tuer le CRT, pour moi, c'est l'accident de Sandro Zanardi, en gros. Sandro Zanardi, 2 mois après la manche de l'IRL au Texas, et un peu moins de 6 mois après la manche de Texas, du Texas 600, Sandro Zanardi dans l'Ozitring, il sort de la piste. D'ailleurs, l'Ozitring, c'est une course polémique parce qu'elle est courue juste après le 11 septembre. Les autres championnats n'avaient pas couru, eux ils ont couru parce que c'était en Allemagne, voilà. Rockingham, pareil, ils ont couru également. Et voilà, la sortie estant n'était pas protégée, comme beaucoup de pistes en Europe. Zanardi rate sa sortie. Tagliani arrive, la suite est très connue. Zanardi se fait arracher les jambes. Voilà. Et c'est ce qui pour moi tue le championnat, au niveau sportif. En fait, dès le début 2000, en fait, la série CRT en interne était en difficulté, puisque CBS avait fait savoir qu'en 2002, ils ne renouvelleraient pas leur engagement vis-à-vis des droits TV. Alors, ce championnat avait été bâti justement pour faire profiter des écuries de droits TV, justement. Sachant que, par exemple, en 98, en fait, il faut savoir que le CRT avait fait un OPA sur la Formule 1. Voilà. 2 ans avant, c'était encore championnat puissant. Donc, plus de diffuseurs. Fin 2001, ils trouvent un accord avec Speed, Heitzler. Voilà. C'est pas non plus un super accord à la hauteur de cette série. Les 2 grosses écuries, Chip Ganassi et Penske, quittent le championnat fin 2001 parce que les coûts sont devenus incontrôlables
un certain nombre de propositions, notamment de Roger Penske, n'ont pas été écoutées, donc plusieurs grosses équipes en 2001 et 2002 vont partir. L'année 2009, en fait, elle semble en fait pas si mauvaise que ça. En apparence, c'est encore un bon championnat, voilà. Il y a encore ces écuries encore principales, mais en interne, c'est extrêmement difficile. Chris Book déjà est accusé d'une gestion un peu, on va dire, à l'arrache du championnat, mais surtout, le championnat CRT en 2002-2003 perd 83 millions d'euros, notamment suite à cette affaire du Texas 2001, où ils ont perdu en tout 3 millions, entre 3 et 8 millions d'euros, selon les sources au niveau des accords. Voilà. Donc ce championnat est un championnat qui, s'il ne se trouve pas d'argent fin 2002, est condamné à court terme. Et ce sera le cas. Pourtant, en 2002, ça a été une saison intéressante. Et d'autant plus que fin 2002 se produit le Grand Prix d'Australie où on a un énorme carnage qui, en plus, écorde la crédibilité du championnat. Voilà. On a une dizaine, 5 ou 6 concurrents qui se percutent. On a notamment un Tora Takagi qui se retrouve façon Spider-Man dans les grillages sécurité, les voitures qui sont empilées. Donc voilà, c'est avec un tel fiasco numéro 3, le championnat, il est vraiment écorné, le championnat. 2003, ben finalement, c'est l'année de trop pour le CRT. La 25e saison du CRT sera la dernière. En fait, les dettes n'ont pas été épongées. Donc, il reste 83 qui vont devenir 100 millions d'euros à la fin de l'année. Et là, cette fois-ci, Chris Book jette l'éponge en fin de saison. La manche de Fontana est annulée. Et certaines manches de 2004 sont déjà annulées. Le championnat est déclaré et se met sous la protection de la loi 11 aux États-Unis, c'est-à-dire la loi sur la faillite aux États-Unis. Donc le championnat est déclaré en faillite fin novembre 2003. Il faut d'urgence organiser un championnat 2004 et c'est là donc que Gérard Folsif, Paul Gentolozzi et Kevin Kelkoven qui venaient monter une écurie. Donc Kevin Kelkoven, en fait, c'est pour savoir, c'est le géant du laser aux États-Unis. Donc, qui est un fan de sport automobile qui a racheté donc des parts dans le championnat en 2001, justement peu de temps après Texas. Et donc ces 3 hommes vont reprendre le championnat. Mais les motoristes sont partis, les grosses écuries sont parties, il ne reste plus que des écuries de fond de grille quasiment par New Balance qui reste fidèle et qui restera fidèle jusqu'au bout au championnat CRT, Jump Car. Voilà. Donc voilà, tout est à rebâtir. Et malheureusement, ils n'auront que Cosworth, puisque Cosworth en fait est la propriété désormais de Forsif. Voilà, il y aura Forsif et New Balance en écurie principale, et il reste. Voilà, il restera, malheureusement. Et ce championnat, donc effectivement, malheureusement, durera encore 4 saisons jusqu'en 2007. Et en 2007, Tony George propose de racheter le championnat CRT, ce qui finalement, durant l'hiver, d'après négociation, est accepté. Donc, fin mars 2008, finalement, le Grand Prix de Long Beach sera le seul et unique Grand Prix de la saison 2008 du CRT, avant que ce championnat fusionne avec l'IndyCar pour donner l'IndyCar actuel. Et ça se fera l'objet, un peu plus tard, d'une série, dont je vous reparlerai, qui sera consacrée au championnat CRT, durant l'année 2022. Mais au final, est-ce que, finalement, si cette course avait eu lieu, ça n'aurait pas été la fin du CRT de manière directe? Parce qu'effectivement, comme beaucoup de témoignages de moindre, sans précaution, cette course, ça aurait été un carnage. Ça aurait été un véritable carnage. Et je pense que ça aurait été la ruine pour Eddie Gossage, qui aurait dû payer énormément d'argent en termes de procès. Ça aurait été la ruine pour le CRT, pareil, à cause des procès. Ça aurait été une désertion de la part des pilotes, une désertion de la part des fans. Voilà. Malheureusement, le sacrifice de cette course aurait été un sacrifice du championnat. Mais, voilà, ça aura aussi montré que contrairement au NASCAR, qui désormais est le sport dominant aux États-Unis en termes de sport automobile, l'IndyCar, elle, c'est prendre soin de ses pilotes. Ce qui, au moment du Texas 600 Firestone Firework 2001, était prouvé par le contraire en IndyCar, puisque à cette période-là, l'IndyCar était en procès contre Bill Simpson le 300 juillet, dont je vais vous traiter au niveau de la chaîne, à cause de l'affaire des ceintures. Voilà. Au sujet de la mort d'Dale Earnhardt. Voilà.
C'était tout simplement pour résumer la situation à cette époque-là et mon analyse personnelle au sujet de cette course. Donc moi je pense que à titre personnel, en termes d'analyse, pour moi, c'est un tort partagé. Les motoristes pour moi sont clairement coupables et les coupables principaux, mais ensuite Eddie Gossage a fait du Eddie Gossage, c'est-à-dire sans doute trop, aussi la surenchère, mais le CRT également a fait une connerie. Le CRT, ils n'ont pas testé, ils n'ont pas écouté l'avis de leur pilote, ils n'ont pas écouté l'avis de Heitzler, n'a pas écouté l'avis de Dallenbach, il n'y a pas eu de transmission correcte au niveau des dossiers. Voilà. Ben, ça a amené quoi? Ça a amené un championnat qui a coulé peu à peu. Comme dit Max Papis, dans une des derniers témoignages que je vous ai mis, ben, on ne nous a pas écoutés, voilà, ben, on a eu les conséquences. Ils ont eu les conséquences. Un championnat qui était un championnat top, qui était championnat qui était juste derrière la Formule 1, le meilleur championnat au monde, 10 ans avant, ben, était définitivement torpillé. Avant de passer à la partie finale qui vous parlera d'un ouvrage que j'ai chiné il y a un jour, que j'ai lu, ma foi très intéressant. Voilà. Donc vous voyez en fait je vous ai mis ce qu'ils sont devenus, donc effectivement les pilotes pour la plupart pilotent toujours, donc soit en IMSA, soit pour certains encore d'ailleurs en IndyCar. D'ailleurs Rio Castroneves a gagné un 4ème Indy 500 cette année et égale ainsi Alonso qui vient de nous quitter. Voilà. Pour prendre de référence. Dixon a un titre de AG Foyt maintenant. Mination et directeur Lidake par exemple. Voilà. Donc maintenant. Et nous avons également déploré la perte fin de l'année dernière de Heitzler et de Robin Miller cette année. Voilà. Fin. Maintenant, on va passer à la présentation d'un peu de l'ouvrage dont je vous suis cité. Ouais, je pensais d'ailleurs, un de ces quatre, je pense que je vais vous faire mon retour de ça d'ailleurs. J'ai trouvé ça. 3€. 3€, je pense qu'au mois de janvier, je pense que le programme des Jeux se trouvait, bah oui. Paris-Dakar, vous savez, c'est un truc en fait, dans les airs en fait, il y a des mecs, il y a Renault qui a fait une chanson dessus, ça s'appelait 500 connards au départ, bon, en fait, je suis pas de même avis, moi. Ouais, j'ose en parler, parce que de toute façon, je pense que je vais faire un résumé de bouquin sur Cycloverne. C'était le petit coin bonne affaire pour Noël. Allez hop. Ouais. Ça va être temps de vous laisser avec la vidéo sur le Texas 600. Donc c'était Lionel pour la chaîne CycloGP. Vous aurez remarqué que depuis, par rapport à la période où je vous ai enregistré les premières moutures des parties précédentes, ben j'ai chopé la crève, donc ouais, c'est un peu la loose quand même. Donc effectivement, ouais. Ouais, donc c'était CycloGP pour le Texas Firestone 600 Fiasco Grand Prix numéro 2. Au-delà de limite. Bonne soirée. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, c'est toujours sympa un petit commentaire, à partager. Ouais, au revoir. Et on va aller se soigner parce que franchement, c'est... Ouais, ça fait un peu chier.